Bonjour. Waouh. Je ne pensais pas qu'il y allait y avoir autant d'émotions. Voilà, c'est émouvant de vous retrouver tous. Bah, en fait, la première fois et la dernière fois que j'étais sur scène, c'était en mars 2019. Et depuis, j'ai géré que des reports. Donc, c'est un peu l'ironie du sort pour organiser des événements. Mais en tout cas, c'est avec un grand, grand plaisir qu'on vous retrouve tous aujourd'hui. Ça fait 18 mois que nous aurions dû donc nous retrouver, et puis patatras, lockdown. Avec toutes les équipes, on s'est mis en ordre de marche pour apporter une solution, arriver dans la digitalisation des événements, avec tout ce qu'on connaît, des pour, des contre. Puis en fait, on s'est fait rattraper par la réalité du quotidien, du bouleversement qui a été notre quotidien pour tous. Télétravail, la gestion des enfants, les priorités business. Bref, les résultats escomptés n'étaient pas forcément à la hauteur, en tout cas, de ce que nous, on souhaitait vous apporter à tous afin de faire du business. On a effectivement enchaîné 4 reports successifs, un chômage partiel important chez Comexposium, un plan de sauvegarde, non des moindres, qui a stressé, bien entendu, en tout cas, qui a figé un certain nombre de discussions. On a eu des départs, des arrivées dans les équipes, des hauts et des bas. En tout cas, on a toujours eu la volonté d'arriver à ce que l'on est aujourd'hui, enfin en tout cas, de se réunir ici, et c'était le plus important. Ça a été un peu comme une période d'adolescence, difficile ces 18 mois, n'est-ce pas? De l'incompréhension, des retrouvailles, des portes claquées, des discussions dynamiques. Et puis finalement, ça se termine comme ça se termine à 17 ans, c'est-à-dire avec la joie de se retrouver entre pairs et enfin d'être réunis, avec beaucoup d'énergie, bien entendu, et je compte sur vous pour ces 3 jours. On sait, cela n'a pas toujours été facile, et je m'en excuse si on n'a pas été réactif dans certaines situations. Mais nous avions chacun nos préoccupations. Mais avec toute l'équipe du One-to-One, nous étions là à y croire, à avancer pour délivrer cet événement et faire du mieux que l'on pouvait. Je voudrais remercier plusieurs personnes aujourd'hui. Tout d'abord, bien sûr, l'équipe du One-to-One, de ne rien avoir lâché, d'avoir toujours été à mes côtés et à vos côtés. Merci à tous les membres du comité qui nous ont accompagnés, non seulement sur ces reports successifs, parce qu'ils ont joué un rôle aussi important, mais aussi et surtout sur le programme que vous allez découvrir au cours de ces 3 prochains jours. Merci à vous, partenaires, de nous avoir fait confiance et de nous avoir accompagnés. Sans vous, on ne serait pas là. Et voilà, donc c'est important. Merci à vous, invités, d'avoir répondu aussi présents sur ce rendez-vous du marché, sur une date inhabituelle et effectivement les vacances scolaires. Mais sans vous, cet événement ne pourrait pas avoir lieu non plus. Et je voudrais enfin remercier tous nos prestataires et aussi, bien entendu, la Principauté qui nous a soutenus et accompagnés pendant toute cette crise des 18 mois pour enfin qu'on puisse être tous réunis. Donc cette année, ce sont les 10 ans. Ce n'était pas en 2020, c'est en 2021. Ce n'est pas grave, ce sont les 10 ans. On a travaillé avec le comité sur le contenu. Cela a été le cas aussi pendant le mois du retail, que vous avez peut-être suivi au mois de mars, où on a remis l'humain en fait, au centre de tous les dispositifs. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à découvrir dans vos sacs qu'on vous a offert un livre que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui vous permettra en fait, de découvrir toute la réflexion et le cheminement que l'on a voulu apporter en fait, pendant cette édition du One-to-One. Donc, nous avons un programme riche pendant ces 3 jours où on commence par une masterclass. C'est la première fois qu'on fait une masterclass sur l'événement, avec notamment 3 belles sociétés, 3 belles licornes que sont Content Square, Miracle et Back Market, qui vont venir parler sur scène dans quelques instants. Salesforce, United Credit et Fox Intelligence seront là aussi en keynote. Vous avez plus d'une centaine d'ateliers avec des retours d'expérience clients. C'est toujours extrêmement riche, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Il y a bien entendu encore de la place. Et l'innovation de cette année, c'est effectivement un village start-up. 16 start-up dans le monde du retail et du e-commerce. Ces start-up vont pitcher aujourd'hui et demain à 15h. Elles sont donc au Forum 2.
Toute la session de pitch va être animée par Bastien Giner, responsable innovation de Cdiscount. Vous aurez l'occasion de voter et le vainqueur, entre guillemets, ou en tout cas celui qui aura remporté le plus de votes, se verra décerner un trophée qui sera remis pendant la soirée de gala demain soir. Autre innovation que l'on a mis en place, c'est le Lab. Le Lab, c'est une innovation de cette année qui va réunir en fait une quinzaine de C-level qui vont échanger et sur un sujet qui nous touche tous. C'est comment le e-commerce se prépare à interagir avec les nouvelles générations. La restitution de ce travail collaboratif sera fait en plénière le jeudi à 11h en présence de Gaspard Koenig. Donc je vous invite à venir y être nombreux présents. Et enfin, nous avons lancé un défi à Pitchy, peut-être que certains d'entre vous les connaissent aussi, qui vont en fait, on leur a lancé un défi en fait de tourner et de nous restituer en fait les meilleurs moments de la journée en vidéo tous les soirs. Donc vous aurez l'occasion de voir ça pendant les soirées. En attendant, donc j'ai le plaisir d'ouvrir les 10 ans, la session des 10 ans avec Brice Rocher qui est président d'honneur du One-to-One 2021. Qui malheureusement n'est pas présent, n'a pas pu venir là aujourd'hui, mais qui a un message important à vous faire passer. Bonjour à toutes et à tous. Après avoir traversé une pandémie majeure qui a mis à l'arrêt la grande majorité de notre économie, le retail en tête, cette 10e édition du One-to-One Monaco est l'occasion de donner un nouveau souffle à notre industrie et de regarder ensemble les défis que nous allons relever. La crise sanitaire et les confinements successifs ont bouleversé nos modèles d'affaires, nous forçant à nous réinventer afin d'assurer la pérennité de nos commerces. Face à ces bouleversements, plusieurs constats s'imposent à nous. D'abord, la distanciation sociale a rendu notre rapport au client plus complexe. Le client ne doit plus s'envisager comme une cible, mais doit revenir au centre de nos préoccupations. En cela, nous devons consacrer une dimension humaine au retail, par l'écoute, l'attention et la considération. C'est une opportunité pour nous. Nous pouvons jouer un rôle en ces temps troublés. Nous avons le devoir de renouer des liens avec nos clients, entretenir une relation, une proximité. Ensuite, les marques doivent se transformer, car l'ère numérique que nous traversons n'est pas une simple évolution, mais bien une révolution ayant un impact considérable sur les attentes des consommateurs, qui ne sont plus seulement des clients, mais aussi des citoyens désirant s'engager et consommer en conscience. De plus, la libre concurrence oblige l'entreprise à réagir avec vivacité, car elle se doit de répondre aux attentes des citoyens, même en l'absence de cadre juridique ou de contraintes réglementaires. Enfin, la digitalisation des modèles d'affaires. De toute évidence, les technologies numériques surmontent bon nombre de défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est donc une évidence, nous devons accélérer notre transformation numérique afin d'être plus efficaces dans nos opérations, mais aussi et surtout pour être en capacité de délivrer des services et des expériences qui apportent une réelle valeur ajoutée à nos clients dans le but d'adapter nos modèles économiques à cette nouvelle ère. Le commerce n'a jamais cessé de se réinventer. C'est maintenant à nous d'agir. Je vous souhaite une très bonne 10e édition du One-to-One, ici, à Monaco, qui sera, j'en suis sûr, marquée par l'engagement de chacun et la volonté de faire évoluer nos modèles d'affaires pour créer davantage de valeur. Merci. Merci. Et donc, du coup, pour commencer cette session, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Husson, que vous connaissez tous, ou presque, de chez Forrester, qui va venir nous parler des chiffres clés et des tendances du marché de l'e-commerce. Thomas. Bonjour à tous, je suis aussi ému et ravi d'être là, ça fait plaisir de reconnaître certains visages et de pouvoir échanger ensemble pendant 3 jours. Donc, merci Sonia, merci Comexposium de m'inviter pour partager les tendances que Forrester observe sur le marché du retail et du e-commerce. J'ai 25 minutes chrono pour vous donner une vue d'hélicoptère. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, vous allez le faire dans les masterclass, vous allez le faire pendant 3 jours, mais je vais essayer de vous donner une vision d'ensemble des tendances qu'on observe.
Donc Forrester, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un cabinet d'études et de conseil indépendant. On est entre la marque et l'ensemble de ses prestataires, que ce soit des agences, des cabinets de conseil, des startups ou des acteurs du cloud et du SaaS. Et moi, au sein de ce cabinet, je suis vice-président et analyste. Alors, on a passé 18 mois assez spécifiques, on espère qu'on tire le bon bout, mais en fait, la crise, même si elle a généré des nouveaux comportements consommateurs, elle a en fait surtout accéléré des tendances qui étaient préexistantes. Et il y a 4 tendances qui vont, selon nous, structurer l'évolution des comportements des consommateurs. 4 tendances. La première, c'est l'évolution des modèles économiques. On voit finalement que les retailers traditionnels, un peu pris en ciseaux. C'est-à-dire que les marques vont de plus en plus en direct auprès des consommateurs. On voit aussi qu'il y a l'explosion des places de marché. On voit qu'il y a de nouveaux modèles économiques, le retail média, l'abonnement, l'économie circulaire. Et ça répond aussi au fait que les consommateurs, en fait, sont de plus en plus appétents à l'expérimentation, en particulier ceux qui ont un pouvoir d'achat plus conséquent. Expérimenter des nouvelles offres, des nouveaux produits, des nouvelles marques. Et puis vous avez 2 autres tendances qui sont parfois un peu antagonistes. Vous avez la consommation par les valeurs qui s'est accélérée avec la crise, la quête de sens, vouloir acheter local, made in France, des produits bio, des produits éthiques, des produits durables. Et le prix et finalement la facilité d'accès, la simplicité. Tout le monde ne peut pas se permettre nécessairement d'acheter des produits plus chers parce que bio. Et puis, parfois, on a tous nos contradictions. Mais au lieu d'être livré en 24 heures, on veut être livré en 1 heure, et même de plus en plus en 15, 20, 30 minutes. Mais pour autant, ces tendances qui sont parfois antagonistes, elles peuvent se réconcilier. On le voit bien aujourd'hui avec l'explosion de la seconde main, le marché de l'occasion, qui est en train d'exploser. Il y a eu beaucoup de nouvelles annonces, de nouvelles offres, que ce soit Vipi, Ikea, Levi's, La Reboucle, etc. Et ce marché explose parce que finalement, il répond aux besoins de prix du consommateur et aussi il répond à cette problématique de préserver la planète. Mais l'enjeu, ce n'est pas juste d'avoir un corner seconde main quelque part, c'est finalement de repenser l'intégralité de l'offre. Et c'est pour ça que nous, on estime que l'année prochaine, l'économie circulaire, et dans les années qui viennent, va être au cœur des nouveaux produits, des nouvelles offres et des nouveaux modèles économiques. Et ça suppose, finalement, d'analyser complètement le cycle de vie du produit, du sourcing des ingrédients et des composants jusqu'à la livraison dans le dernier kilomètre. Et il y a certaines sociétés qui font ça mieux que d'autres. Je pense au groupe SEB, qui depuis des années a mis en place une méthodologie d'éco-conception, d'éco-design, en formant ses équipes R&D, ses équipes produits, ses équipes marketing, et qui finalement a une vue d'ensemble de cette problématique. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises comme SEB qui veulent concilier évidemment une rentabilité économique pour leurs actionnaires, mais aussi la responsabilité sociétale en répondant aux demandes des consommateurs et en s'inscrivant dans la société dans laquelle ils évoluent. Et c'est pour ça qu'on va aller de plus en plus vers des entreprises responsables qui veulent définir la manière dont elles contribuent à la société. Vous avez aujourd'hui à peu près en France 300 entreprises à mission, dont le groupe Rocher, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a eu un rapport qui a été remis justement par Brice Rocher sur la façon de faire évoluer la gouvernance des entreprises. Vous avez la plupart des grands groupes qui aujourd'hui, du CAC 40, qui ont soit déjà redéfini leur mission, soit qui sont en train de le faire. Et vous allez avoir de plus en plus de communication autour de ces sujets-là. Et donc du coup, comment se différencier ? Parce que là, dans les jours qui viennent, et ça a déjà commencé avec la COP26 qui commence dimanche, tout le monde va nous sortir ce qu'il fait, entre guillemets, en termes de communication sur la manière de préserver la planète. Et il va falloir, et c'était le thème du one-to-one digital marketing à Biarritz, être authentique. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui sont peut-être plus authentiques que d'autres. Le groupe Rocher en fait certainement partie. Aigle, c'est aussi intéressant, c'est une des 300 entreprises à mission. Ils ont redéfini leur mission, que je trouve joliment exprimée. Ne laisser que l'empreinte de nos pas. Ce qui est intéressant quand on fournit depuis des années et des années, qu'on fabrique des bottes en caoutchouc naturel, en EVA, qui sont faites pour durer des dizaines d'années. Et voilà une entreprise qui n'a pas simplement lancé
second souffle, une offre de seconde main, mais qui pense de manière plus holistique son rapport et sa contribution à l'environnement. Donc il faut être authentique, mais il faut surtout, et c'est finalement le nouvel avantage concurrentiel, c'est la confiance. Il faut inspirer confiance, pas uniquement auprès de ses consommateurs, mais aussi de plus en plus auprès de ses collaborateurs. Vous avez tous certainement, en tout cas beaucoup d'entre vous, des difficultés de recrutement aujourd'hui. L'enjeu, c'est aussi de donner du sens aux collaborateurs. Ils veulent travailler pour des entreprises, et en particulier les jeunes générations, mais pas que, des entreprises qui donnent du sens et qui contribuent à l'environnement et à la société. Et puis aussi, confiance vis-à-vis des fournisseurs, qui sont de moins en moins des fournisseurs et de plus en plus des partenaires stratégiques qui vont devoir s'aligner sur votre mission, sur vos valeurs, et même demain, je dis demain, ce n'est pas dans un horizon immédiat, mais dans les années qui viennent, avoir des API ouverts pour pouvoir partager l'information sur leur empreinte carbone et tout un tas d'informations qui vont être liées à l'environnement. Et il y a un certain nombre de drivers de la confiance qu'on a identifiés là, la responsabilité, l'empathie, la capacité à être cohérent, l'intégrité, qu'il faut activer pour pouvoir générer de la confiance avec l'ensemble des parties prenantes. Parce qu'en fait, si on prend un petit peu de recul, dans l'introduction, M. Rocher parlait de la révolution numérique, on est encore dedans pour la plupart d'entre nous, mais il y a une autre révolution qui a déjà commencé et qui va s'accélérer, qui est la révolution liée à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une nouvelle vague de disruption et de transformation des entreprises. Je parlais de confiance, c'est un élément clé pour aligner l'ensemble des parties prenantes, les actionnaires, mais aussi les autres, avec de plus en plus une valorisation des éléments non financiers. Et il faut s'y préparer, parce que de toute façon, la taxonomie européenne va l'imposer. Et puis, il y a aussi et surtout le besoin d'avoir une stratégie. Il faut des visionnaires qui soient un peu plus audacieux. Des gens comme Faber à la tête de Danone, comme Chouinard à la tête de Patagonia. Et il ne s'agit pas simplement de redéfinir une mission. Ça n'a pas de sens s'il n'y a pas un alignement avec le modèle économique. Il faut profondément modifier le modèle économique pour l'aligner à la mission de l'entreprise. Et puis, il faut intégrer ça partout dans l'ensemble des fonctions, dans l'exécution opérationnelle, dans la chaîne de valeur. Encore une fois, du sourcing des produits jusqu'à la livraison et la conception des offres. Alors vous allez me dire, oui, ok, merci Forrester, c'est sympa, toutes ces grandes tendances sociétales, mais nous, au départ, on était venus écouter des chiffres sur le e-commerce. Alors je vais vous en donner des chiffres sur le e-commerce, mais je voulais quand même d'abord planter le décor, parce que ça n'a pas de sens de penser digital et e-commerce si on s'abstrait des évolutions sociétales qui vont s'accélérer dans les années à venir. Alors oui, il y a eu une explosion du e-commerce, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, sauf qu'elle a bénéficié aux acteurs et aux pays qui s'étaient déjà transformés. Vous le voyez sur ce graphique, l'Europe du Sud a connu une croissance moins importante, alors que les pays qui étaient déjà matures et leaders comme l'Angleterre en ont davantage profité. Et la France se situe quasiment pile dans la moyenne européenne. Donc ça, c'est une moyenne, ça cache toujours des disparités, et puis on est sur, finalement, les acteurs qui en ont, les pays qui en ont bénéficié. Mais ceux qui en ont le plus bénéficié, ce sont quand même les plateformes digitales, les GAFAM. 113 milliards de dollars. Je répète parce que des fois on ne se rend pas compte des chiffres. Par trimestre, 113 milliards de dollars de chiffre d'affaires par trimestre. C'est le chiffre d'affaires d'Amazon au dernier trimestre. Alors ok, ça inclut le cloud et ça inclut aussi la pub, mais quand même, c'est plus 27% d'augmentation. Vous connaissez beaucoup de boîtes qui font des chiffres comme ça, avec plus 27% d'augmentation, c'est fascinant. Alors, ce n'est pas que Amazon, évidemment. Il y a aussi, heureusement, plein de nouveaux entrants qui viennent challenger, finalement, le marché actuel. On va entendre parler tout à l'heure, on aura une magnifique table ronde avec 3 très belles licornes françaises qui vont revenir sur leur success story à différents niveaux autour du marché du e-commerce. Mais vous avez aussi le marché du paiement. Quand vous êtes arrivé, vous aviez PayPal qui rappelait comment faire du paiement fractionné, que leur fonctionnalité existait déjà. Mais dans ce domaine-là, sans parler du rachat potentiel de Pinterest, mais Square a racheté Afterpay pour 29 milliards de dollars. Klarna, qui vient d'arriver en France, est valorisé 46 milliards de dollars. Et heureusement, vous avez aussi des acteurs français, des startups françaises qui font des choses intéressantes, dont United Credit, qui en parlera demain en fin de matinée.
Et puis dans un tout autre domaine, je pourrais prendre plein d'exemples, mais dans le domaine de la logistique, on voit bien qu'il y a plein de nouveaux entrants. Les fameuses dark stores et la livraison du dernier kilomètre avec plein de nouveaux entrants. Ça rappelle un peu l'époque des trottinettes électriques. Quand tout le monde allait sur le marché, il y en avait 20, puis il va y avoir de la casse et de la concentration. Oui, on s'en doute, parce qu'il faut du volume. Et puis à la limite, il en restera quelques-uns. Et très bien, finalement, dans le commerce alimentaire, il n'y a pas eu finalement encore, malgré les récentes annonces de concentration, il reste 5-6 acteurs. Donc on voit bien que les modèles économiques changent et qu'il y a aussi d'autres entrants avec des modèles économiques plus établis, comme Picnic ou Everly, qui viennent changer la donne. Mais donc qu'on soit sur des acteurs qui se sont déjà transformés, des plateformes digitales, des licornes, des startups, on sait tous que le marché va continuer à croître dans les années à venir. Nous, on estime qu'en 2025, le digital représentera 25% des ventes retail en Europe. C'est une moyenne sur l'Europe. Et évidemment, comme toute moyenne, ça cache des disparités. Donc il y a déjà des marchés qui sont déjà très digitalisés. Mais il y en a d'autres qui vont tirer la croissance de manière significative, et en particulier l'alimentaire. L'alimentaire va tirer à peu près pour plus d'un tiers de la croissance du e-commerce dans les années qui viennent. Et ça, c'est une moyenne par catégorie. Mais si on regarde la moyenne par pays, elle va également évoluer. Et si on retire tout ce qui est alimentaire et voyage, qui sont des catégories spécifiques, on va même atteindre 35% des ventes retail en France à horizon 2025, selon nous. On sera encore en retrait d'un certain nombre d'économies, et notamment de l'Angleterre, qui va tutoyer les 50%, une vente sur deux. Donc on est sur une dynamique encore de croissance très forte. Mais si on prend juste un petit peu de recul et qu'on inverse la dynamique, ça veut dire que 65% des ventes vont encore avoir lieu en magasin. C'est quand même le retour du magasin, on l'a vu ces derniers mois et c'est tant mieux, qui doit être repensé dans l'ensemble des parcours clients. Et j'ai envie de dire, c'est aussi le retour du mobile, qui est vraiment le hub des expériences connectées et qui va permettre de synchroniser le online et le offline. Ça fait pas mal d'années, pour ceux qui me connaissent, que je répète ce message, donc je ne vais pas insister plus, mais il reste encore sous-investi le mobile. Parce que quand on nous disait les QR codes, les wallets, tout ça, c'est que pour la Chine, mais on voit bien que ça y est, enfin, la mayonnaise commence à prendre. Alors ok, on n'est pas sur les niveaux du marché chinois, mais on voit bien que l'enjeu, c'est aussi la donnée transactionnelle qui va permettre d'améliorer l'ensemble des parcours clients. Et l'enjeu, c'est de plus en plus de répondre aux attentes des consommateurs qui sont nés pendant la pandémie. Vous, moi, tout un chacun, on veut plus d'options, plus de choix. On veut avoir la visibilité du stock en magasin depuis l'appli mobile. On veut avoir, quand on est en magasin, un commerçant qui nous dit où le produit est disponible. Et on voit bien l'importance de la donnée transactionnelle et de la personnalisation de l'expérience. Et vous avez une société qui, moi, je trouve, exécute très, très bien dans ce domaine-là, c'est Nike. Alors, ce n'est pas que dans leur flagship à New York. Quand vous allez sur les Champs-Élysées aussi, il y a cette logique de personnalisation. Un peu pour caricaturer et forcer le trait, comme si leur boutique était une extension de leur application mobile. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Nike est présidé par l'ancien PDG d'eBay. Ils font déjà 33% de leur chiffre d'affaires sur le digital. Et selon le directeur financier, ils ont annoncé très récemment qu'ils allaient passer à 50% en 2025. Et finalement, c'est une des tendances que j'évoquais tout à l'heure, le D2C, où les marques vont de plus en plus en direct auprès du consommateur. Quand vous regardez les acteurs des biens de grande consommation, Procter & Gamble, par exemple, c'est 14% des ventes en digital. Alors la partie vraiment D2C, on en parle beaucoup, mais c'est encore en fait epsilonesque pour ces marques. On parle de quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ils se structurent ils investissent massivement, et c'est une volonté de la direction générale, très clairement, d'investir là-dessus, mais pour établir cette relation directe aussi avec le consommateur. Et l'enjeu, c'est de rattraper des groupes qui sont un peu plus matures dans le domaine. Je pense à Nestlé, qui, notamment avec Nespresso, génère déjà des volumes beaucoup plus conséquents que les chiffres que j'ai évoqués à l'instant. Donc ça, c'est sur le D2C. Les marques vont de plus en plus en direct. Et puis, il y a les places de marché. On va en entendre parler tout à l'heure avec Philippe Corot de Miracle. Mais finalement,
nous, on estime qu'à fin 2021, le poids des marketplaces, tout confondu, en France, devrait atteindre 5% du marché retail. C'est légèrement en retrait des principales économies européennes. C'est-à-dire que l'Angleterre et l'Allemagne sont à 8%. Les États-Unis sont déjà au-delà de 10%. La Chine est à 25%. Et puis vous avez d'autres pays, l'Indonésie, le Brésil, où il y a une vraie dynamique des marketplaces qui est encore plus importante. Mais elles vont continuer à croître parce qu'il y a marketplace et marketplace. Vous avez des marketplaces sur des produits spécialisés, back market, pardon, pas back market, on en parlera tout à l'heure, mais Mano Mano, ils ont fait x2 sur leur chiffre d'affaires, de 600 à 1,2 milliard d'euros. Vous avez des places de marché de niche, et puis vous avez effectivement les généralistes, Cdiscount, et évidemment aussi Amazon. Et sur certaines catégories de produits, en France, ce sont des données françaises, vous voyez que sur les jeux, l'équipement de la maison, le petit et le gros électroménager, eh bien on commence sa recherche davantage sur Amazon. Et donc c'est un enjeu de monétisation évident de ce trafic. D'où l'explosion, je parlais de nouveaux modèles économiques, du retail média. Et ce n'est pas simplement Amazon. Alors certes, pour Amazon, tout confondu, leur chiffre d'affaires pub, c'était 7 milliards il y a 2 trimestres et quasiment 8 milliards, 7,9 au dernier trimestre. Donc c'est très très significatif évidemment. Mais il y a plein d'autres acteurs, plein de marchands qui structurent leurs offres. Il y a évidemment Criteo, il y a d'autres sociétés, il y a les agences qui arrivent dans le domaine, avec Publicis qui a racheté Citrus. Et puis il y a les retailers eux-mêmes qui s'organisent, avec Infinity Advertising, la combinaison d'Intermarché et de Casino avec Relevancy. Donc on voit que c'est un nouveau modèle économique qui est en train d'éclore et qui est une opportunité significative pour les retailers. Ça, c'est sur la partie retail média. Mais on voit aussi qu'il y a d'autres modèles économiques sur l'abonnement. Tout le monde aimerait bien répliquer Amazon Prime, 200 millions d'utilisateurs. Il n'y a pas grand monde qui pourra mettre 7 milliards pour acheter MGM et alimenter de la vidéo, etc. Mais il y a d'autres modèles qui sont en train de se développer. On peut se différencier par le service, comme le fait d'Artimax. Et on voit qu'on est sur un modèle qui est encore relativement nouveau, mais on s'en va un peu des logiques de cagnotage et on donne finalement du cashback, on donne de l'immédiateté, on donne un bénéfice client immédiat. Parce que l'enjeu, c'est de plus en plus d'acquérir les clients que l'on peut garder. C'est un enjeu de rétention. Et enfin, j'ai envie de dire, dans le retail, qui était à la traîne d'autres marchés, l'expérience client devient une priorité de la direction générale. C'est plus un enjeu simplement du centre d'appel, des ventes ou du marketing. C'est une discipline transverse. Donc il faut faire évoluer la culture de l'entreprise et il faut maîtriser un certain nombre de compétences autour du design, par exemple, qui n'est pas juste du design UI/UX. Évidemment, il va falloir revoir, et notamment l'année prochaine, tout ce qui est accessibilité, tout ce qui est design inclusif va se développer, mais il va falloir personnaliser les parcours. Quand un Fnac Darty l'année dernière a eu 5 millions de nouveaux clients, vous vous doutez bien qu'ils ne s'attendent pas à la même expérience que ceux qui sont des acheteurs récurrents. Et puis c'est aussi, surtout, sur la valeur. Comment on mesure la valeur perçue par le consommateur, cette notion d'émotion. Et surtout, comment on fait le lien avec des KPI business. Quand on regarde et quand on pose la question aux retailers, quelles sont vos priorités, quelles sont vos actions prioritaires pour améliorer l'expérience client, ils nous disent, ce n'est pas une surprise, le digital. On voit un petit peu plus loin derrière l'amélioration et la digitalisation, notamment des boutiques. Un peu trop loin derrière, à mon goût, le mobile. Mais surtout, on voit qu'il y a des enjeux de transformation culturelle et de valeur. Et qu'on mesure un taux de SAT-CLIC, qu'on mesure un NPS, qu'on mesure un CLV, l'enjeu, c'est de rattacher ça à des KPI business. L'advocacy, c'est bien. Un taux de recommandation, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça me dit sur ma capacité d'upsell et de cross-sell, sur ma capacité à faire de la rétention client et plus généralement, ma capacité à être profitable. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui devient un enjeu de direction générale. Et pour faire ça, je vais dire quelque chose que vous avez entendu aller 1000 fois. Il faut collecter la data, c'est de plus en plus difficile dans un monde cookie-less. Il faut la transformer en insights, et puis il faut derrière agir pour personnaliser l'expérience client. Okay. Vous l'avez entendu 1000 fois. Très bien. Le problème, c'est la gouvernance des données, qui est quand même assez compliquée à mettre en place. Et il faut placer le curseur au bon niveau entre le risque que vous allez prendre, avec finalement des données personnelles, des données transactionnelles, et puis
les algorithmes que vous allez utiliser pour personnaliser cette expérience client. Vous pouvez, un extrême, entre guillemets, avoir quelque chose d'extrêmement personnalisé avec des algorithmes complexes, parfois opaques, et des données transactionnelles, ou alors vous pouvez faire plus simple et faire de l'A/B testing sur des cohortes anonymisées. Sauf que pour faire ça et pour maîtriser l'intelligence artificielle, il faut déjà avoir une bonne gouvernance des données et il faut évidemment les nettoyer. Alors je sais que vous allez parler d'intelligence artificielle beaucoup pendant les 3 jours qui viennent, mais je voulais juste rappeler ce petit point pour dire finalement, même si beaucoup de retailers investissent dans des techniques d'advanced analytics et d'intelligence artificielle, nous on estime qu'il y en a moins de 10% qui maîtrisent cette approche-là. Et il y a souvent une sensibilité autour des notions de technologie. Il y a beaucoup d'effets de mode, on parle quand même beaucoup de technologie. Et je voudrais juste, pour conclure, essayer de distinguer un peu certaines technos qui sont peut-être quand même liées à des effets de mode, un peu de hype, et qu'au final, l'enjeu, ça reste d'abord et avant tout la data, tout ce qui est analytics, personnalisation, et l'omnicanal au sens de logistique, c'est-à-dire tout ce qui ne se voit pas, entre guillemets, tout ce qui est invisible pour le client, mais qui au final fait que vous avez une bonne expérience omnicanale. Tout ce qui est hype, et ce n'est pas uniquement nous qui le disons, on a interrogé une 60aine de dirigeants, d'acteurs du retail, en leur demandant quelles sont vos priorités ou pas, et ils nous disent réalité augmentée, réalité virtuelle, live streaming, oui, c'est intéressant, et c'est plus intéressant dans certaines industries que dans d'autres. Évidemment, dans la beauté, dans le voyage, quand vous avez des produits chers et complexes à vendre, ça a plus de sens. Mais en termes de bottom line, même si c'est profitable, c'est encore assez balbutiant. On n'est pas au niveau du live streaming chinois, on y sera dans 5 à 10 ans. Et puis après, il y a des technos qui sont plus, on va dire, ou des sujets qui sont plus sur le radar. Tout ce qui est chatbot, conversationnel, tout ce qui est embedded retail, c'est-à-dire store in store, tout ça se développe beaucoup. Mais le nerf de la guerre, ça reste ce que j'évoquais, tout ce qui est omnichannel fulfillment. Comment on gère la logistique, comment on gère les retours marchandises, surtout quand on veut faire de la seconde main, mais pas que. La personnalisation, l'intelligence artificielle, tous ces sujets-là sont davantage considérés comme prioritaires par les retailers. Donc juste pour ne pas déborder de mon temps et des 25 minutes chrono que j'avais, il m'en reste, allez, je vais même restituer un tout petit peu de temps, mais je voudrais juste prendre 30 secondes pour résumer, s'il y avait 3 messages que je voudrais que vous reteniez de cette présentation. Le premier, c'est que oui, le digital et le e-commerce vont continuer à croître jusqu'à représenter 35% des ventes retail en France en 2025, hors voyage, hors alimentaire. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. Et puis qu'on soit à 36, 37, 38 ou 42, peu importe. L'enjeu, c'est qu'il faut digitaliser les parcours et que les parcours, ils sont de plus en plus hybrides. Et les consommateurs, ils s'attendent à avoir des parcours hybrides, ils veulent l'information là où elle se trouve. Et on voit bien qu'on est vers cette hybridation des parcours et cette convergence des parcours et la sous-exploitation aujourd'hui des données transactionnelles. Le deuxième point, c'est que pour faire ça, il faut peut-être arrêter de trop se concentrer sur les aspects technologiques. Il y a beaucoup d'effets de mode, de hype, et l'enjeu, encore une fois, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est la donnée, c'est la logistique, c'est l'IT qui va avec. C'est pas très sexy, c'est des process, c'est de la gouvernance, mais c'est ça qui fait qu'au final, on a une bonne expérience omnicanale. Et puis le dernier point sur lequel je me permets de réinsister, c'est qu'il va falloir, pour se différencier, maintenant que tout le monde va communiquer sur la RSE, c'est la confiance. Et c'est réellement la confiance qui sera le nouvel avantage concurrentiel dans cette nouvelle révolution qui va de pair avec la révolution digitale, qui est la révolution du développement durable. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention. Vous avez mes coordonnées, je suis là les 2 jours si vous voulez continuer l'échange. Et sans plus attendre, je vais inviter sur scène Charlotte Bricard, qui est journaliste et qui va animer cette magnifique table ronde qu'on vous a présentée tout à l'heure. Merci Thomas. J'aime beaucoup passer après Thomas parce que quelque part, voilà, il vous a expliqué à quel point cette, non pas table ronde, mais masterclass que je vais avoir le plaisir d'animer est importante, puisqu'il a parlé à la fois de
seconde main, il a parlé bien entendu d'explosion du e-commerce, il a parlé de la place que vont prendre dans ce paysage les marketplaces. Voilà, c'est un peu Inception en fait, ça fait une demi-heure qui vous prépare pour la conversation qu'on va avoir le plaisir de partager sur cette scène. Alors en fait, cette masterclass, on lui a donné un titre, elle s'appelle « Dessine-moi une licorne ». Alors pourquoi ce titre ? Parce que ça me permet de faire un petit clin d'œil à mon fils, tout simplement. Non, je plaisante. Parce qu'en fait, dans Le Petit Prince, le chapitre « Dessine-moi un mouton » permet d'interroger un peu en 3 temps la réalité telle qu'on se la figure, donc au départ, la réalité telle qu'elle nous est décrite, donc telle qu'elle est racontée au Petit Prince, et puis la réalité telle qu'elle est tout simplement. Et on s'est dit que c'était intéressant parce que finalement, des 3 licornes, puisqu'il faut parler des entreprises en ces termes qu'on va recevoir, ou des 3 entrepreneurs, la seule réalité qu'on connaît, c'est celle qui nous a été racontée par voie de presse, et on va avoir le plaisir de confronter aujourd'hui cette réalité à d'autres réalités. Voilà, celle du passé, celle du présent, et peut-être celle vers laquelle elle emmènera nos prochains invités. Et je vais donc avoir le plaisir d'être entourée sur scène et d'appeler dès à présent Jonathan Cherki, fondateur de Content Square, Philippe Corot, fondateur de Miracle, et Thibaut Hugues Delarose, bonjour messieurs, fondateur de Back Market, qui va nous rejoindre à distance via cet écran interposé. Nous, on pourra le voir voilà, juste devant nous. Bonjour Thibaut, bonjour à vous tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est trop content d'être là. Moi, je viens d'arriver de New York fraîchement ce matin et ça me rappelle plein de bons souvenirs parce que l'aventure de Content Square, elle s'est construite en grande partie à Monaco. Donc j'espère qu'on va passer des grands moments ensemble. Un peu comme Miracle. Très content d'être là. Thibaut, vous connaissez Monaco? Vous êtes déjà venu? Oh, je veux dire directement au one-to-one, non pas à Monaco. 3 ans, donc j'avais bien apprécié l'événement aussi. Mais là, j'ai pas pu venir cette année, malheureusement. Vous n'êtes pas tout à fait avec nous, non, on voit que le bleu n'est pas derrière. Merci en tout cas. On l'a dit, enfin je l'ai dit, on dit licorne. Et c'est même le titre de notre rendez-vous. Et il se trouve que je suis très contente parce que c'est un mot que, grosso modo, vous détestez quasiment tous. Philippe, en tout cas, je sais que vous avez un peu de mal à apprécier le terme. Détester, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on n'aime pas trop parce que c'est un animal qui n'existe pas, une licorne. En tout cas, on n'en a jamais croisé. Or, derrière nos startups ou nos scale-up sont des vraies entreprises, des vraies équipes qui créent de la vraie valeur chez nos clients. Et souvent, parfois, on peut croire que les startups sont des idées sur des slides. C'est pas vrai. Les startups, ce sont des entreprises concrètes qui créent de la valeur chez leurs clients et avec derrière des vraies équipes qui travaillent. Donc, le terme licorne, avec cette image d'animal qui n'existe pas, se prête mal, je trouve, à nos entreprises qui sont des entreprises concrètes et réelles. Est-ce qu'un d'entre vous, Thibaut, Jonathan, partage cette aversion? Thibaut, je sais que vous ne l'aimez pas non plus. Je suis Team Philippe sur la réponse. Je ne dis pas que je le déteste, mais je trouve que ça apporte pas ça apporte pas beaucoup de valeur en fait. Qu'est-ce que ça fait des boîtes qui sont pas encore valorisées à 1 milliard? On l'est pas. Qu'est-ce que ça fait des boîtes qui sont valorisées plus d'1 milliard? Genre ça y est, ça a tout changé. Enfin, en fait, ce qu'on veut, c'est juste créer plus de valeur pour nos clients et continuer à se développer. Et je pense qu'il faut pas mettre de gommettes ou d'autocollants. C'est clivant. On a des super boîtes qui valent pas encore ce milliard symbolique dont on s'en fout un peu, quoi. Et il faut qu'elle continue à se développer, et nous aussi, quoi. Donc il y a encore tout à faire, hein, je pense, avec Jonathan et Philippe, il y a encore beaucoup de choses à développer. Et c'est pas parce que ça y est, on a passé le cap de ce truc de licorne, symbolique. Bien au contraire, quoi. Ok, bon, c'est ma façon de m'excuser. Si on devait trouver Moi, un autre j'aime bien animal... les licornes. Hein. C'est vrai, bon, Ouais, voilà. j'aime bien les licornes parce que j'aime bien leur corne qui est prêt à tout casser sur leur passage. J'aime bien leurs ailes qui permettent de s'envoler jusqu'aux arcs-en-ciel. En plus, ça a le sourire. Et tu parlais d'animal, mais j'aime bien particulièrement les rhinocéros, encore plus parce qu'ils ont plein de cornes. Elles sont très puissantes. Et pour la petite anecdote, au tout début de Content Square, j'avais plaisir à offrir des rhinocéros à nos premiers clients et partenaires, des statues de rhinocéros. Parce que le rhinocéros, il a un sens aiguisé du timing, notamment avec son nez et ses cornes. Et je voulais associer nos clients à ça. Donc je trouve qu'il y a un côté mignon et sympathique. Eh bien, dessine-moi un rhinocéros. Alors, on va rebaptiser ça. Et puis, je vous invite tous à regarder un documentaire animalier sur le rhinocéros pour qu'on comprenne encore mieux la métaphore. Thibaut, vous venez d'en parler. C'est quand même une affaire de chiffres.
en tout cas pour ce qui est des licornes. Et donc, je vais commencer par un peu de data. Ça va permettre juste de redonner une photo en chiffres, si vous le voulez bien. Donc, Content Square, Jonathan, 35 ans. C'est ça? Non, bon, ce n'est pas le chiffre le plus intéressant ou le plus pertinent ici. Toutes ces dents. Créé en 2012, c'est aujourd'hui près d'1 millier de salariés. 1500 nouvelles recrues annoncées au cours des 3 prochaines années. On va en reparler parce que c'est un point commun à vous trois. Une valorisation de 2,3 milliards d'euros. Un CA non communiqué mais réalisé à 50% aux États-Unis. C'est exact. C'est précis. C'est vos équipes qui m'ont tout donné. Très précis. Du coup, Philippe, Miracle, c'est ta 4e boîte. Oui, Créée effectivement. en 2012 aussi. Tout à fait. Créé en 2012 avec Adrien Nussenbaum, qui est mon associé cofondateur. Donc à peu près en même temps pour vous. Aujourd'hui, c'est 300 entreprises clientes au niveau mondial, 11 des 40 plus grands acteurs mondiaux de la distrib et 1/5 du volume d'affaires est réalisé en France, qu'on ne s'est pas forcément toujours vu d'ici. Et ce sont 300 nouvelles embauches dans le monde en 2020 pour atteindre aujourd'hui 550 collaborateurs. On parlera de levée de fonds, mais vous venez de lever 550 millions de dollars en sérieux, ce qui fait de Miracle une entreprise valorisée à 3,4 milliards de dollars. Et donc les nombres de recrues annoncés pour comparer peut-être les objectifs en la matière. Nous, on a annoncé 1700 recrutements dans les 3 ans qui viennent. Pareil, donc grosso modo, il va y avoir du boulot. Et Thibaut, si on doit parler en chiffres pour Back Market, aujourd'hui, vous comptez plus de 600 backmakers répartis entre Paris, Bordeaux et New York, et Berlin, pardon. L'entreprise est présente dans 16 pays, revendique 1500 marchands, un modèle basé sur donc, les 10% de commission, qui est un pourcentage unique pour rappeler un petit peu la façon dont fonctionne la plateforme, quel que soit le type de produit électronique, sachant qu'il s'agit encore à 70% de smartphones. Et Back Market est aujourd'hui valorisé à 3,2 milliards de dollars. C'est correct? C'est correct. Bon, voilà. C'est beaucoup de chiffres, mais quelque part, c'était important de les donner parce que ça permet de voir un petit peu, quelque part, le volume d'affaires et puis la taille des entreprises que vous dirigez aujourd'hui et peut-être de revenir à la première partie de cette histoire de dessiner un mouton, une licorne ou un rhinocéros qui est quand vous avez commencé, en 2012 par exemple, pour vous deux, est-ce que vous aviez une vision très précise de l'endroit où vous seriez, peut-être à ce moment précis de la vie de vos boîtes, presque 10 ans plus tard, et à ce niveau de succès? Jonathan? Alors, je vais vous faire une confidence. Content Square, c'est une société que je n'aurais pas dû créer. Mon grand-père a créé il y a 70 ans une entreprise d'import-export de légumes secs. Légumes secs, c'est pois chiches, pois cassés, haricots secs, lentilles, riz. Mon père travaille avec mon grand-père, mon frère travaille avec mon père, donc j'aurais dû rejoindre le giron familial. J'adorais les maths et les statistiques et j'ai démarré un projet d'étudiant qui s'est transformé en projet de vie. C'est la seule entreprise dans laquelle la seule et unique entreprise dans laquelle je viens de travailler chaque jour. Et ma première idée, qu'on peut peut-être qualifier d'idée de merde, consistait à payer des gens pour donner leur avis sur des publicités et des bannières. Mais c'est en écoutant des clients comme vous, à des événements comme celui-là, que je me suis rendu compte que même si la publicité est géniale, mais que le site est pourri, bah, les gens s'en vont. Et on en revient à ce que disait Thomas sur l'importance de l'expérience utilisateur. Et c'est comme ça qu'est née la solution qui nous permet d'analyser le parcours client, le mouvement de la souris et les interactions mobiles. Tout ça dans un contexte où, au départ, l'enjeu principal, c'était de faire venir des gens sur le site web. Google avec son moteur de recherche, Salesforce avec son CRM, les coûts d'acquisition sont mis à augmenter, le trafic est arrivé sur mobile et le sujet d'amélioration de l'expérience utilisateur a été très important. En tout cas, dès le départ, il y avait l'ambition de faire Content Square une des plus grandes boîtes de software du monde, avec un vrai goût prononcé pour le risque et un plan de bataille assez clair, avec de l'internationalisation. C'est pour ça que ça fait un peu plus maintenant de 4 ans et demi, 5 ans que je suis parti vivre aux États-Unis. Et des plans stratégiques sur des acquisitions. On avait pour ambition, même quand on était une 50aine de personnes, d'acheter notre concurrent principal aux États-Unis, ce qu'on a pu faire et ce qui a accéléré notre pénétration là-bas. Donc la feuille de route, elle était dessinée à année plus combien? 5 ans. D'accord. Et aujourd'hui, elle est toujours à plus 5 ans ou pas? Vous fixez comme objectif d'avoir une vision précise de 2026? Ouais, j'ai même un de nos investisseurs qui a un plan de développement à 300 ans qui m'a exposé. Quand je l'ai rencontré, je ne dirais pas qu'on a un business plan aussi loin, mais on a une vue à ce qu'on veut faire dans les 20 ou 30 prochaines années et de façon très précise dans les 5 à 10 prochaines années.
Philippe, c'est une 4e boîte. Je sais que ton père aussi était commerçant, enfin plutôt pionnier de la fast fashion. Donc toi non plus, tu n'aurais jamais dû monter Miracle ou au contraire? Alors effectivement, moi je viens d'une famille où si on n'a pas un magasin, on ne fait pas un vrai métier. Donc je connais bien le commerce et je connais bien le retail. Mais moi j'ai une passion et c'est ça qui m'a toujours animé, c'est la passion des nouvelles technologies, la passion de l'informatique. Et c'est ça qui m'a amené dans mes différentes entreprises et qui a été le driver des différentes entreprises jusqu'à ce que je crée Miracle avec Adrien il y a maintenant une dizaine d'années. Après, comme l'a dit Jonathan, pour créer des boîtes comme celle qu'on a créée, il faut avoir évidemment de l'ambition, mais une ambition saine, j'ai envie de dire, qui est l'ambition d'aller toujours plus loin, pas une ambition qui vise à écraser les autres, mais une ambition qui vise à vouloir développer nos entreprises le plus possible, à faire grandir nos équipes, parce qu'on croit en projet, qu'on a des convictions très fortes sur de l'innovation, par exemple. Nous, notre conviction avec Adrien, c'était que les marketplaces allaient changer le monde. On en a parlé, Thomas en a parlé il y a 10 minutes. Elles ont explosé, elles ont changé le monde. Aujourd'hui, elles ont changé notre manière de consommer, elles ont changé notre manière de... Aujourd'hui, on utilise Uber est une marketplace, notre manière de manger avec Deliveroo et toutes les autres marketplaces autour de l'alimentation. Donc, si vous voulez, c'est ça, nous, qui nous a drivé, c'est de se dire que voilà, le monde allait changer et on voulait faire partie de cette aventure et on voulait être un des acteurs de ce changement du monde. On est dans un domaine aussi où c'est très difficile de faire des projections à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 300 ans, parce que les technologies évoluent très vite, le monde qui nous entoure évolue très vite, il y a des évolutions qu'on peut anticiper. On a anticipé l'évolution des marketplaces. Et il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, comme la pandémie, par exemple, qui était quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, mais qui a eu comme conséquence d'accélérer cette transformation. Et voilà, je pense que c'est ça, nous, notre driver, en tout cas depuis le début, faire des projections à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Nous, on a toujours fait des projections à 3 ans, c'est déjà bien. On arrive à les tenir, et c'est déjà bien. Et par contre, c'est toujours drivé par une conviction qui est celle que les marketplaces allaient changer le monde, allaient changer la manière dont on consomme et une bonne partie de notre manière de vivre. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à vous écouter, il faut presque être tombé comme Obélix. Je vais arrêter les métaphores ou pas, peut-être à la fin, ça va continuer, c'est très enfantin. Tomber un peu dans le commerce quand on était petit. Je lisais des interviews, j'en ai écouté plein. D'ailleurs, Dessine-moi une licorne était déjà pris par un podcast super dans lequel vous intervenez tous les trois qui s'appelle Next 40 nuances de Next. Écoutez, c'est vachement bien. Et dans lequel on apprend notamment que vous dites l'ordinateur, c'était mon doudou. Ou c'est les Échos qui l'écrivent ça? Effectivement, oui, c'est vrai. J'ai toujours un ordinateur à portée de main depuis que j'ai 4 ans. J'ai un ordinateur. C'est le bain du commerce et de l'informatique. C'est un ballon de foot en tant que Marseillais qui se respecte. Très bien. Et du coup, Thibaut, je ne sais pas si vous êtes vraiment tombé dedans quand vous étiez petit, ou plutôt dans quoi est-ce que vous êtes tombé quand vous étiez petit qui vous a mené là? Et surtout, vous êtes un tout petit peu plus jeune, je crois que c'est 2014, l'année de naissance de Back Market. Est-ce que vous aviez en 2014 l'ambition que la seconde main, ou plutôt la conviction que la seconde main et le e-commerce allaient décoller à cette vitesse et que vous seriez avec nous aujourd'hui pour parler de ce succès? Non, alors il y a quand même un dénominateur commun avec Philippe et Jonathan, c'est que moi aussi, mon père était entrepreneur, mon grand-père aussi, donc il y a quand même un truc d'environnement familial, le business, c'est un peu les clés de la liberté, vas-y, tu vas t'éclater mon fils. Enfin, moi j'étais un peu bercé avec ça, et j'étais plutôt team tennis-foot quand j'étais petit que ordinateur. FC Nantes, pour moi, Jonathan, même si c'est plus dur en ce moment, je suis fidèle. Mais en gros, ça, c'est un peu le nid entrepreneurial du départ qui favorise quand même notre aversion au risque. Je pense que c'est plus facile d'entreprendre quand on a un environnement familial qui pousse à ça, plutôt que d'être fils d'autres professions où il n'y a pas forcément cette dimension de prise de risque, au moins au départ, qui est importante. Et après, Back Market, pourquoi? Parce que je savais que je voulais entreprendre, mais je savais que je voulais avoir un impact positif, mais je ne savais pas vraiment quoi. En fait, je voulais faire un truc qui ait du sens. Et j'ai rencontré le monde du reconditionné via ma première boîte. On travaillait beaucoup avec Miracle, d'ailleurs, à l'époque. On était un intégrateur de marketplace qui s'appelle Natiman. Et c'était super de travailler avec Miracle parce que c'était les mêmes connecteurs, donc ça demandait moins de travail pour s'intégrer au marketplace de Miracle. Mais j'ai découvert le reconditionné, c'est plutôt ça qui m'a transformé, où je me suis dit, tiens, il y a des mecs qui ont une révolution, qui arrivent à créer de la circularité là où l'économie est un peu moche, très linéaire, et très énergivore,
et qui ne pensent pas vraiment aux consommateurs, puisque le but c'est quand même de leur prendre le maximum d'argent tous les ans ou tous les 2 ans en leur vendant un nouveau produit. Donc il y avait un non-sens à la fois écologique et économique, et je trouvais le reconditionnement j'avais vu un moyen avec le reconditionnement d'en faire quelque chose de plus vertueux, et donc c'était assez pour se lancer et pour tester Back Market, mais au début les business plans qu'on fait quand on n'existe pas, c'est vraiment au doigt mouillé. Ça reflète plus une ambition avec un modèle, un pari sur un modèle. Maintenant, on arrive à les tenir parce que plus on grossit, plus c'est facile. Il y a de l'historique, il y a du repeat et tout ça. Mais voilà, non, je pense que 3 ans, c'est bien comme projection. Je ne pouvais pas savoir qu'on en serait là dans 7 ans et qu'il nous resterait encore autant de trucs à faire. Et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est un mélange, en tout cas, quand on s'intéresse à vos parcours, de conviction, de longue date, d'ambition, parce qu'il ne faut pas avoir peur de viser haut si on veut y arriver, et puis d'entourage, puisque vous avez tous monté vos boîtes avec différents associés à différents moments. Et quand je pense à l'entourage, je pense aussi aux incubateurs, parce qu'on voit beaucoup d'incubateurs aujourd'hui. Jonathan, toi, typiquement, tu es le fruit d'un incubateur. Qu'est-ce qui a été particulièrement vertueux dans la façon dont tu t'es entouré et dont tu as travaillé avec cet incubateur? Alors ça a été très important dans mon histoire parce que ça m'a permis de croire encore plus dans mon projet, de me faire conseiller, de rencontrer des gens. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de reproduire au sein de Content Square. On a récemment lancé notre propre incubateur où on aide une dizaine de startups à accélérer leur développement sans prendre d'écoutille, parce que j'oublie pas que l'histoire et le développement de Content Square, c'est grâce à vous tous ici réunis. Et je pense qu'on a aussi une responsabilité en tant qu'entrepreneurs à partager avec l'écosystème, parce qu'on est là aussi grâce à vous. Et tu parlais du contexte entrepreneurial, je pense que c'est aussi un contexte familial où il y a un vrai enjeu de proximité à venir développer avec nos collaborateurs, et je crois beaucoup à des modèles où il y a peu de hiérarchie, où tout le monde puisse échanger, comme dans une famille on peut s'engueuler, se dire les choses. En tout cas, dans des enjeux où on doit aller très vite, c'est important de pouvoir avoir différents outils comme celui-là et de rendre ça à mon tour. Et le petit coup de Pichnet, ou alors si on est sur le flipper, le petit truc qui vous a aidé, qui vous a propulsé, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un contexte, est-ce que c'est une petite idée, est-ce que c'est facile d'arriver à identifier un facteur d'accélération, Philippe par exemple? Alors moi, c'est un peu particulier parce que moi, quand j'ai créé ma première entreprise, j'avais pas le choix. Il fallait que je travaille. N'ayant pas de diplôme, il fallait que je fasse ce que je savais faire, c'est-à-dire développer. Donc, j'ai monté une web agency. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais c'était une web agency. Après, c'est pour reprendre ce que disait Jonathan, c'est que je pense, en tout cas fondamentalement, que la création d'entreprise, c'est un sport d'équipe. Moi, je suis pas très foot, mais par contre, j'y connais pas grand-chose. J'aime bien l'AS Monaco parce que mes enfants supportent l'AS Monaco d'ailleurs, mais moi je suis convaincu que c'est vraiment un sport d'équipe, ça ne se fait pas tout seul. L'entrepreneur, ça lui arrive d'être parfois un peu seul, comme le capitaine d'un bateau peut être seul devant une mer difficile, mais ça reste un sport d'équipe, on a besoin d'avoir ces équipes, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'avoir le soutien de ces équipes, de Cell-1, de l'ensemble des équipes, des actionnaires. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça ne se fait jamais tout seul. Je ne connais pas de cas de succès spontané comme ça, unique. J'en ai jamais vu. Thibaut, tu veux rebondir? Comme on se tutoie tous ici, je ne voudrais pas créer plus de distance. Comme on ne se connaît pas, je veux dire quand même tu. Ça nous met tous sur un pied d'égalité. Non, mais moi, je plus vois ce qui vient d'être dit. En gros, je pense qu'il faut sortir des conventions, il faut se dire qu'on peut y arriver, et le fait d'être accompagné au départ, il est primordial. Je parlais de l'environnement familial, c'est plutôt le terreau, et après, nous, on est passé par un accélérateur au tout début aussi, c'était le camping à l'époque, le Nouma, c'était à Paris dans le Sentier. Et en fait, quand on entreprend et que moi c'est ma première boîte, tous les jours on touche les limites, on sait pas à peu près tout ce qui nous tombe dessus. Les analytics, le mobile, les applications, le cloud, voilà, chaque jour on prend un mur. Et donc le fait d'être dans un environnement dynamique avec plein de gens qui passent physiquement, qui ont de la connaissance à partager, des experts, ça permet de gagner un temps fou, de faire des choix plus éclairés. Donc au-delà du fait qu'on ne travaille pas au bout de son lit, parce qu'on avait aussi besoin avec mon associé au départ d'avoir un environnement dynamique, ça a été un peu déterminant pour prendre de la confiance, trouver de l'expertise
et d'avoir un dynamisme ultra bienveillant autour du projet. Parce que tant qu'on travaille sur son moteur, personne ne le connaît, le site il n'existe pas, voilà, donc au début c'est beaucoup de discussions et conceptuelles, donc il y a ce sujet de confiance et jusqu'au lancement du produit c'était important. Oui, mettre une première brique. Je rajouterai quelque chose. Nous, dans notre aventure, on a eu un facteur d'accélération qui a été le M&A, le rachat d'entreprise. Quand je discutais avec nos clients, je me rendais compte que la décision d'achat, elle est influencée par plein de critères. Ça peut être le prix, le produit, le parcours, le contenu, le temps de chargement, les erreurs, le feedback d'un ami, la loyauté à la marque. Donc on a essayé de racheter des sociétés sur l'ensemble de ces briques pour créer une seule plateforme d'analytics qui permet de délivrer les bons insights. Et ça a eu énormément de valeur dans notre développement parce que notamment aux États-Unis, qui était un tout nouveau pays pour nous, le fait de racheter une boîte israélienne, dont 80% du business aux États-Unis, nous a permis aujourd'hui de faire 50% de notre activité là-bas. Les choix sont difficiles ou du coup ils s'imposent puisque c'est chaque expertise, il faut viser le meilleur dans chaque domaine. Oui, alors ça peut être parfois pour des expertises, parfois pour des enjeux géographiques, parfois des marchés qu'on ne connaît pas du tout. Par exemple, Content Square était très focusé sur le marché des entreprises. Et il y a de ça quelques semaines, on vient d'annoncer le rachat de Hotjar, qui est une société qui a 1 million de clients, qui sont essentiellement des petites entreprises qui paient plus de l'ordre de $80 par mois pour utiliser cette solution. Donc on apprend aussi de nouvelles verticales et de nouveaux segments. Et c'est cet amas qui nous a permis d'accélérer encore plus notre histoire, je dirais. C'est ce qui va nous mener au levée de fonds, parce que pour accompagner la croissance de vos entreprises, il faut en effet des fonds. Il ne faut aussi pas lâcher l'affaire, puisque j'ai appris que 14 banques avaient refusé le projet de ta première boîte. Alors c'était le projet de ma première boîte, effectivement, où j'avais besoin de fonds pour acheter les ordinateurs pour démarrer. Et effectivement, 14 banques ont refusé le prêt, qui était de 20 000 francs, je crois, à l'époque. Voilà, si quelqu'un a une bonne idée... Qui est la banque gagnante, au moins, on peut faire de la publicité. C'était le CIC. Et bam. Voilà, ça nous mène au lever de fonds. La réalité, telle qu'elle nous est présentée par les médias, elle est très chiffrée. D'ailleurs, on a trop des... Quand on parlait d'Internet en 97, parce que c'était le cas, là on ne parle pas de Miracle, on parle de ma première boîte, c'était un monde qui était beaucoup plus opaque et beaucoup plus obscur que ça ne l'est aujourd'hui, ce qui expliquait la frilosité, je pense aussi, des banques à financer un projet lié à la création de sites Internet qui, à l'époque... Et hop, tu te réconcilies avec le CIC au passage. Non, le CIC, non, au contraire, le CIC... c'était le gagnant. Ok, les autres. Gagnant. Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Bon, sur la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et la réalité chiffrée de ces levées de fonds, je rappelle quand même les dernières, 276 millions pour toi Thibaut, pour Back Market, 690 millions de dollars en cumulé depuis 2019 pour Content Square, c'est bien ça, et 300 millions de dollars en septembre 2020, suivi d'un demi-milliard en septembre dernier pour Miracle. Au-delà de ces chiffres, la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on choisit le bon moment pour une entreprise pour lever des fonds ? À quel moment il faut y aller ? Et puis, auprès de qui le faire, quelque part ? Avec quel projet ? Voilà, comment est-ce qu'on ne se trompe pas dans le moment où on lève ses fonds ? Celui qui est inspiré par la question peut commencer. Alors déjà, je peux vous dire que moi, je suis plutôt amoureux de mes investisseurs. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer à chaque étape de développement des gens assez extraordinaires qui étaient là pour aider. Au tout départ, nos 400 premiers milliers d'euros pour démarrer le développement en 2012, qui nous ont permis de nous financer jusqu'en 2016. En 2016, nos 20 premiers millions de dollars avec Highland, qui avait à la fois une force humaine et une vraie expertise du SaaS. Ensuite, un fonds américain quand je suis parti aux États-Unis, Euraseo, puis pour accélérer, BlackRock, puis récemment SoftBank. Et je dirais qu'à chaque étape, j'ai essayé de chercher les expertises dont j'avais besoin. Par exemple, SoftBank, aujourd'hui, on fait 45% de notre activité en Europe, mais que 5% en Asie. Or, SoftBank, d'origine japonaise, nous semblait être un bon partenaire. Beaucoup d'expérience entre comment on passe de 1000 à plusieurs milliers de collaborateurs qu'ils avaient pu avoir avec Uber ou Slack, et puis en termes de valeur, un super fit. Et le fait d'avoir eu tous nos investisseurs qui participent à chaque étape, ça a été un message super important. Mais je dirais que le montant, ça correspond à un plan de financement, c'est combien vous avez besoin pour pouvoir, à peu de choses près, réaliser votre objectif. Et pour savoir si vous devez lever de l'argent maintenant ou plus tard, moi j'ai souvent suivi un indicateur
qu'on retrouve dans les marchés publics financiers, qui est la règle des 40. Quand une société grandit à 40% de croissance, on va attendre qu'elle soit break-even. Quand une société grandit à 20% de croissance, on va attendre qu'elle génère 20% de profitabilité. Quand en revanche la société peut grandir à 80% de croissance, on va attendre de sa part qu'elle perde de l'argent parce qu'elle a des parts de marché qu'elle est en train de prendre et un marché beaucoup plus grand à aller conquérir. Et ça a été souvent un leitmotiv pour pouvoir me dire, OK, on est en train d'accélérer, on peut prendre encore plus des parts de marché, le marché grandit, il faut y aller all-in. Thibaut, ça résonne, la stratégie des 40. Pour refaire un petit peu l'histoire juste des différentes levées de fonds de back market, la première, elle s'est faite en Love Money, donc tes proches et ton père. La deuxième, en série A, 7 millions auprès de Daphne Aglaé Ventures. En série B, c'était 40 millions pour l'internationalisation cette fois. Les 2 premiers investisseurs sont rejoints par le groupe Arnaud et Euraseo aussi. La dernière datait de 2020, 110 millions auprès de Goldman Sachs. Et la toute dernière, dont on vient de parler, s'est faite auprès de Generation Investment Management, donc le fonds d'Al Gore notamment, General Atlantic et les investisseurs historiques. Qu'est-ce qui explique ces différents choix à ces différents moments? On n'entend pas, on a perdu le son. Ah, voilà. Ça y est, est-ce que vous me récupérez? Oui. Moi, je pense qu'on a eu le luxe, en fait, de pouvoir avoir en plus de l'argent, parce que le premier truc qu'on veut en tant qu'entrepreneur, c'est les fonds suffisants pour pouvoir développer sa boîte et faire son plan. Bon, l'argent, il y en a beaucoup, surtout en ce moment, mais le luxe, c'est quand même de choisir qui apporte plus de valeur que juste l'argent dans les bonnes conditions de valo, quoi, et de pref, pour faire très court. Et donc, nous, au début, le premier tour, on a eu donc un peu de Love Money, mais aussi des business angels qui avaient déjà eu des success stories de marketplace dans le web. Ça a été déterminant pour faire des bons choix d'outils techniques, des bons choix de recrutement, des choses comme ça. Après, Daphne, il y avait un fit sur les valeurs. Eux, c'est Impact Investment, donc ils étaient all-in sur la vision. Et on était leur premier investissement, donc on était assez fiers de ça. Ensuite, il y avait Goldman, c'était notre premier investisseur américain. On avait lancé les US, mais on était le petit Européen là-bas. On n'avait pas les leviers d'accès aux grands partenaires américains potentiels, donc ça avait du sens là-dessus. Et maintenant, Generation avec Al Gore, c'est mythique pour nous parce que c'est quand même un des top 5 plus grands défenseurs du climat avec une vision entrepreneuriale pour résoudre le problème. Et en plus de ça, il est au bord d'Apple qui est quand même un constructeur de produits tech important. Donc, en fait, juste mon takeaway, c'est quand on a la chance d'avoir plus que de l'argent dans des bonnes conditions, il faut vraiment toujours aller chercher de la valeur en plus pour pouvoir développer la boîte, aller plus vite, aller plus loin. C'est ça qui est important, c'est de se poser la question, ok, ce serait quoi mon moonshot comme accompagnement, et si on peut l'avoir, c'est super. Merci. Philippe, par rapport à ces 2 points de vue? Je suis d'accord, évidemment, avec mes 2 camarades. L'intuitu personnel est très important dans le choix des fonds avec lesquels on travaille. Nous aussi, on a la chance d'avoir des fonds qui nous accompagnent maintenant depuis près de 10 ans et qui sont toujours, qui ont réinvesti à chaque tour et qui sont toujours membres de notre board. Et je pense que l'intuitu personnel, parce que comme je disais, parfois dans toute entreprise, on est confronté à des difficultés, on est confronté à des problématiques à résoudre. Et le fait de pouvoir s'appuyer sur un board solide, sur des investisseurs qui vous font confiance, c'est essentiel. Nous, on a la chance d'avoir des investisseurs qui nous ont fait confiance et qui continuent de nous faire confiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que en cas de difficulté, si en plus on se rajoute des difficultés avec son board, ça peut tuer la boîte. Donc il faut vraiment bien choisir, dans le cadre d'une levée de fonds, bien choisir ses partenaires, pas uniquement sur la valo. On parle de chiffres qui sont des chiffres colossaux, il faut garder la tête froide, il faut bien se rendre compte que les chiffres dont on parle, que ce soit en montant levé ou en valorisation d'entreprise, sont des chiffres absolument colossaux. Mais la valorisation, ce n'est pas tout, il faut vraiment être très vigilant sur le choix de ses partenaires et faire aussi un bon référence check sur... Moi, souvent, par exemple, quand les investisseurs, avant d'investir, surtout sur les tours précédents, avant d'investir dans notre boîte, prennent des références chez d'anciens partenaires, d'anciens clients, d'anciens associés dans mon cas, ou de boîtes qui ont racheté mes boîtes précédentes. Moi, je fais la même chose, je leur demande un référence check, et souvent, ils ont tendance à vous donner des noms de boîtes où ça s'est bien passé.
Moi, je leur demande de me donner des noms de boîtes où ça s'est mal passé, ou même où ils ont été en conflit avec les entrepreneurs. C'est un peu dur à obtenir, mais j'en fais une condition sine qua non. Et c'est là où on apprend vraiment quelle est la nature de la personne qu'on a en face de soi. Parce que quand tout va bien et tout le monde est content. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens se comportent quand tout va mal. Et là, c'est là où on apprend beaucoup. Et ça, c'est un bon garde-fou. Un tuyau à utiliser. Vous avez des tuyaux aussi, des doux ou des don'ts, des garde-fous pour éviter de faire de mauvais choix, ou à l'inverse, on a la stratégie des 40, le coup de fil à un ennemi. Thibaut, il y a un petit tips ou pas? Toujours pas de micro. Il met du temps à arriver, mais ça y est, je pense. Vous entendez? Ouais. Le ref check, le cultural fit, super important. Moi, je pense que c'est quand même un truc sur la gouvernance de la boîte. Faut pas se leurrer, c'est quand même les fondateurs qui sont dans la boîte avec le COMEX, quand ça se structure, qui gèrent le développement stratégique et qui connaissent leurs clients, qui leur parlent tous les jours et qui savent en gros ce qu'il faut faire pour continuer à créer plus de valeur. Donc c'est important, je pense, d'être intransigeant sur la gouvernance. Même si la dilution capitalistique évolue avec ces tours de financement, il faut vraiment garder la main là-dessus en cas de désaccord. Parce que souvent, comme tout va bien, comme Philippe l'a dit, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas les fonds qui vont savoir exactement ce qui va créer plus de valeur pour les clients demain. Il faut garder ça même quand ça va mal, sinon je pense que la boîte perd un peu sur sa trajectoire. Ce serait mon tips. La question, c'est une fois qu'on a levé ces fonds, en effet, c'est ce qu'on en fait. C'est la gestion aussi de la croissance que permettent ces fonds. La gestion de la croissance sur toile de fond de Covid / explosion du e-commerce. À quel point ça a été compliqué, parce que je parlais tout à l'heure de ce qu'on a vu dans les médias. Il y a tout ce qu'on n'a pas vu aussi. Qu'est-ce que vous retiendrez, vous, de cette année qu'on ne sait pas? Alors, je dirais qu'à mon avis, pour l'ensemble de nos entreprises, on a des enjeux sur l'internationalisation, sur le développement de la R&D et de l'innovation, sur le développement de nouveaux produits ou de nouveaux marchés. Mais je dirais ce qui a changé, qui a été souligné tout à l'heure aussi par Thomas, c'est l'importance d'avoir de l'impact. Parce qu'on commence à être à une taille où on peut de plus en plus peser sur un certain nombre de sujets. Par exemple, chez Content Square, on a 3 grands piliers sur lesquels on s'est concentré. Le numéro 1, c'est l'accessibilité numérique. Il y a 1 milliard de personnes sur Terre qui ont des problèmes d'accès au contenu web. 70% des contenus ne sont pas accessibles. Personnes âgées, malentendants, aveugles, dyslexiques. Et on voit beaucoup d'efforts qui sont faits dans le monde physique, mais pas encore dans le monde digital. Or, le monde de demain est digital. Le deuxième, c'est le respect de la vie privée. J'ai entendu tout à l'heure le mot cookie-less. Je crois que la vie privée, c'est un droit fondamental qui va être si ce n'est l'un des plus grands piliers de la société digitale de demain. Et c'est pour ça qu'on croit que dans le monde futur, il n'y aura plus de cookies du tout. C'est pour ça qu'on a récemment designé une solution qui fonctionne sans cookies grâce à l'analyse des interactions utilisateurs. Et le troisième point, c'est l'intelligence artificielle, qui devient de plus en plus un enjeu majeur. Comment on apprend des changements réalisés, comment on prédit le futur impact des décisions apportées. Tous ces chantiers-là, ils sont importants au niveau entreprise, mais si on revient à des enjeux plus humains, je pense au climat dont tu parlais tout à l'heure, Thibaut, ou à la diversité et l'inclusion. Il y a 2 semaines, j'étais en Californie avec l'ancien patron d'American Express, qui a passé 17 ans à la tête d'American Express, et qui racontait qu'il était né en 1951, l'année où les Noirs et les Blancs ont pu aller dans les mêmes écoles. Et depuis, les sociétés, donc c'était le gouvernement qui avait pris les décisions, et à ce moment-là, les sociétés n'avaient pas agi. Et on voit de plus en plus que les sujets qui sont portés aujourd'hui par les entreprises sont des sujets qui vont avoir un impact global. Alors on a encore plein de choses à faire, on découvre aussi ces sujets avec beaucoup d'humilité, mais je pense que c'est ça qu'on attend de nos sociétés, c'est de pousser le cran supplémentaire pour avoir encore plus d'impact sur des sujets qui sont importants pour la société qu'on veut. Du coup, ce qui est compliqué, c'est de prendre de la hauteur et de s'extraire de la croissance organique de sa boîte pour avoir une vision. Surtout quand il y a plein de roadmaps, surtout quand il y a plein de choses à développer, comment on arrive à prioriser ça. Mais je pense qu'il faut qu'on ait un point d'orgue, vu les enjeux de recrutement qu'on va avoir, ou le développement, que ces sujets y portent parce qu'ils vont avoir un impact global.
Et ça doit pouvoir être en plus un levier de recrutement parce que ça va être un peu la guerre des talents. Vous avez tous les trois besoin de talents presque similaires et ça fait cruellement défaut. Comment est-ce que vous abordez ce point et comment est-ce que quand on s'apprête à recruter autant de monde, on reste soi-même? Je rigole parce qu'on essaye déjà de pas trop s'en piquer. C'est vrai? Ah oui. Former les générations. Philippe? Votre question, c'est... La question, c'est comment est-ce qu'on prépare un avenir où on a besoin de 1500 recrues en sachant qu'il n'y en a pas sur le marché et comment est-ce qu'on se prépare à les intégrer sans perdre son ADN, ouais. ses valeurs. Chez Miracle, on travaille beaucoup sur nos valeurs et nos valeurs sont utilisées à chaque process de notre recrutement. Après, le meilleur moyen, c'est de former. C'est de travailler conjointement avec les écoles pour former les jeunes à nos méthodologies de travail et à nos technologies. Parce que comme on disait tout à l'heure, si on lève des fonds, c'est avant tout pour investir dans notre technologie, investir en recrutement dans les équipes techniques. Et du coup, pour pallier à la pénurie, on va aussi former nos collaborateurs pour qu'ils soient performants sur nos outils et nos techniques. Ok. Thibaut, un plan d'action sur les enjeux à venir. Juste pour effectivement l'attractivité, si je peux compléter, l'attractivité est essentielle. Toutes les boîtes aujourd'hui doivent avoir un programme dont on l'appelait Miracle Goes Green, qui est un objectif de neutralité carbone, par exemple. On s'engage aussi, par exemple, à planter des arbres au niveau du volume d'affaires qui est généré chez nos clients. Donc voilà, avec l'explosion du volume d'affaires, ça nous permet de planter encore plus d'arbres. Voilà, donc ça fait partie des responsabilités des entreprises qui prennent les devants même par rapport aux obligations gouvernementales. Aujourd'hui, on le voit très bien que les entreprises sont plus porteuses des projets de développement durable que même ce qu'on nous impose à un niveau gouvernemental. Au niveau des Surtout organisations. Thibaut, les enjeux là, du coup, actuels, c'est pareil, j'imagine. Donc, c'est le recrutement, c'est l'internationalisation, on en a parlé, et puis c'est la désirabilité. Nous, on est déjà dans 16 pays, dans 3 régions, donc en Europe, aux US et en Asie. Mais la R&D est principalement en Europe aujourd'hui. Et bon, on a les mêmes sujets. J'aimerais bien avoir 2 fois plus de capacité tech pour arrêter d'arbitrer et de surprioriser à chaque fois qu'on fait les OKR. Mais c'est comme ça. Du coup... je pense qu'on a la chance, entre guillemets, d'avoir créé un modèle où à chaque fois qu'on fait une vente, c'est un produit neuf vendu en moins. Enfin, un produit reconditionné vendu, c'est un produit neuf vendu en moins. Donc, c'est un saving carbone. Et quand on se réunit lundi matin, on regarde la performance en year-on-year en GMV, mais aussi en carbone. Et ça engage beaucoup les collaborateurs et les backmakers. Aujourd'hui, plus de 80% nous rejoint pour, en gros, un driver d'impact. Juste, j'ai envie d'avoir un peu plus de sens au boulot. Donc ça, on va le garder tout simplement. Et je pense que c'est quand même un sujet de culture. On grossit vite, quoi, tous. Et il y a besoin de continuer à la travailler dans le temps, la culture et les valeurs, parce qu'il y a des seuils organisationnels qu'on passe où on ne travaille plus de la même manière. Et donc, il faut adapter. On ne travaille pas pareil à 500 qu'à 600, qu'à 1000, etc. Et ça, à mon avis, il ne faut pas l'ignorer. Si c'est un tips, il faut s'assurer que l'existant, qui est quand même notre principale ressource, continue à bien marcher malgré le scale et à se réinventer pour être toujours plus performant, en plus des sujets de recrutement qu'on a tous. Et ça, faut pas l'oublier. Et nous, on passe à la moulinette les valeurs tous les 2 ans. Et du coup, les confinements successifs, le fait d'avoir été à distance de vos équipes, justement, et d'avoir été qu'en télétravail, vous a rassuré sur votre capacité à gérer ces sujets-là, ou est-ce que ça vous inquiète quand même? Non, le télétravail rend le partage des valeurs plus compliqué. Après, nous, quand je dis nous tous, on a vu l'explosion du e-commerce et l'explosion des marketplaces durant ces périodes de confinement, parce que les marketplaces ont joué un rôle crucial dans la croissance de l'e-commerce dans le monde. D'ailleurs, les chiffres d'Amazon que donnait Thomas tout à l'heure le montrent encore. Et du coup, le confinement rend le partage justement de valeurs un peu plus compliqué, parce qu'elles sont forcément avec la distance et le remote, elles sont un peu plus compliquées à partager. Donc on organise des événements où tout le monde se retrouve. Mais c'est vrai que ça rend le confinement rend ça plus compliqué. D'ailleurs, nous on a pu constater qu'on avait un turnover qui était un peu supérieur
chez les collaborateurs qui sont arrivés pendant la période de confinement. Qui ne connaissent pas les équipes, avec qui qui, sont voilà, pas avec qui, intégrés. exactement, qui sont moins bien intégrés. Elles sont intégrées parce qu'on a mis en place des méthodes pour ça, mais c'est sûr que c'est pas pareil. En général, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des collaborateurs dans les différents pays dans lesquels on a ouvert des bureaux. On a l'habitude de faire venir une semaine par an tous nos collaborateurs ensemble pour qu'ils se rencontrent. Et chaque nouveau collaborateur, quand il démarre, vient physiquement passer une semaine à Paris pour découvrir la French Baguette. Mais plus généralement, on essaye localement d'avoir des équipes pour comprendre le pouls, la culture. On appelle ça des cultures crew parce que, comme l'ont bien dit Thibaut et Philippe, l'enjeu de culture, il est majeur, notamment quand on recrute très rapidement. Il ne faut pas se tromper sur le profil des gens qu'on veut. Mais ça augure aussi de beaucoup plus grandes fêtes, comme on va avoir beaucoup plus de collaborateurs qui vont nous rejoindre. Je vous invite tous d'ailleurs à postuler en ligne. Puisqu'on est tous réunis, on va fête de peut-être folie, justement pour la fête. profiter d'être ensemble pour prendre des questions de l'Assemblée. Une dernière, puisqu'on parle de culture, la presse française a globalement été très chaleureuse, j'ai envie de dire, à vos égards, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fierté un peu patriotique, vous incarnez aussi des superbes histoires. Et la presse en effet écho, tu habites à New York, est-ce que la presse américaine apporté un petit peu, tu vois, fait un petit cocorico avec un accent, cocorico. Alors déjà, mon accent anglais, il est charmant, mais il est charmant que la première heure. Mais je dirais qu'il y a eu ce sentiment de bienveillance qu'on a vu à l'égard de nos entreprises. Et ça fait plaisir. Souvent, je dirais, peut-être le dénominateur, moi que j'ai pu voir, c'est qu'on parlait de Content Square, Jonathan, mais comme tu le disais, c'est un vrai travail d'équipe. Et derrière ça, on essaye de fêter chacune de ces étapes, chacun de ces moments tous ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va arriver à aller casser les différents murs devant nous pour faire de Content Square et de nos entreprises des entreprises fantastiques. Oui, que les licornes soient en, je sais pas, j'essaie de filer la métaphore jusqu'au bout, tu vois la chevauchée fantastique. Non, bon, j'arrête. Ça marche. Bon, bref, on est tous ensemble et on a voilà, ces trois entrepreneurs sur un plateau. Est-ce que certains ont envie d'en profiter pour poser justement une question sur voilà, la réalité de ces success stories? Ne soyez pas timide. Vous pouvez poser des questions personnelles ou professionnelles. Hein. C'est ça. Bon, j'y vais sur le personnel, en attendant les questions. Philippe, d'après les Échos, c'est un bâtisseur. Il veut avoir les moyens de protéger ses enfants, mais il a envie de créer des boîtes. C'était la 4e. Aujourd'hui, ça donne quoi, du coup? Est-ce que tu as envie de créer d'autres boîtes ou est-ce que tu te... Non, aujourd'hui, j'ai jamais été sur plusieurs licornes à la fois. Merci. Donc, je reste toujours animé par la passion de la création d'entreprise, mais je suis focalisé uniquement sur Miracle. Et mon objectif, c'est de l'amener Miracle le plus loin possible. Plus ça va avancer, plus ce sera indiscret. Donc allez-y, parce que sinon, ça va devenir embarrassant. Voilà la question. De Cyril, c'est ça? Ouais. Oui, bonjour. Merci pour toutes ces explications. C'est quoi la suite? C'est une IPO? Comment on sort de toute cette aventure? Est-ce qu'on en sort? À un moment donné, de toutes les façons, il faudra rendre l'argent aux investisseurs qui nous ont prêté cet argent. Mais en général, c'est une période qui dure entre 8 à 10 ans parce qu'eux-mêmes lèvent de l'argent auprès de leurs propres investisseurs. Et pour ça, il y a plusieurs chemins. Ça peut être d'autres investisseurs qui viennent remplacer les investisseurs existants, une IPO, une introduction en bourse dans le marché public, ou continuer pendant un certain temps à lever des capitaux sur le marché privé, si tant est qu'il y ait des besoins et des enjeux de financement ou des boîtes à racheter. Je dirais qu'à un moment donné, dans le chemin de Content Square, il y aura certainement une IPO à venir. Mais pour le moment, on continue à essayer d'apporter cette excellence opérationnelle pour être dans la capacité de faire en sorte que quand on voudra y aller, on soit top of the pop. Mais ce n'est pas une obsession du fait que les investisseurs sont rentrés relativement tard. Le premier arrivé fin 2016, le dernier il y a quelques mois, et ils ont réinvesti chaque tour. En tout cas, il n'y a pas de pression de la part des investisseurs pour une IPO. Tu veux répondre de ton côté du monde? Il y a plusieurs chemins. L'IPO, c'est une possibilité. Mais en fait, l'IPO, c'est ni plus ni moins une levée de fonds.
sauf que c'est auprès du public, donc il y a un peu plus de contraintes, un peu plus de, je dirais de contraintes opérationnelles pour la réaliser, mais c'est pas une fin en soi, en fait, c'est juste la nécessité, c'est d'aligner les intérêts de financement des investisseurs et ceux de la boîte, mais ceux de la boîte doivent rester prioritaires. Nous non plus, on a zéro pression de la part des investisseurs pour sortir aujourd'hui. Et au contraire, ils remettent beaucoup et à chaque fois plus d'argent que leur prorata s'ils le peuvent. Donc, il faut toujours penser la boîte first. On a encore des milliards de trucs à faire pour démocratiser l'économie circulaire. Sur le chemin, il y aura peut-être une IPO et il y aura peut-être encore d'autres levées de fonds avec des remplacements d'investisseurs qui arrivent à terme de leur liquidité, mais ça ne doit pas être une fin en soi, la IPO. C'est comme la licorne. Pour moi, c'est un peu le même sujet. Ce n'est pas une fin en soi. Est-ce qu'on a une autre question dans l'Assemblée, dans la salle? Jonathan, très grand compétiteur et mauvais perdant, n'est pas du genre à se poser de questions. Il n'en a de toute façon plus le temps. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est écrit. C'est vrai. Déjà, je suis pas mauvais perdant, je suis très mauvais perdant, particulièrement quand je joue au foot. Oui, c'était ça. Mais je dirais dans la vie ou dans le travail, la notion de victoire ou de défaite est pas vraiment claire au quotidien parce qu'on vit un jeu infini. Et je dirais que chaque étape, que ce soit une défaite ou une victoire, c'est quelque chose d'utile ou quelque chose à découvrir et à apprendre. Donc j'ai l'impression que j'ai le sentiment de gagner même quand je perds. Conclusion, je gagne à tous les coups. C'est tellement écrit. Thibaut, j'ai cherché dans la presse, mais j'ai rien trouvé de personnel, un peu gênant, donc je suis un peu gênée. Mais j'ai 2 questions, A ou B, et en fonction, je pioche. Alors, question A ou question B? Question A. Alors, l'analyse de la tribune des 16 méga levées de fonds de 2021 de la French Tech. Désolé, il fallait prendre la B. Domination des fonds américains, entrée fracassante de SoftBank dans l'Hexagone, réveil des grands groupes français, gros problème d'attractivité des fonds d'investissement français et européens pour les meilleures startups tricolores. Il faut commenter. Bon, moi, c'est pas vrai. Regardez, on a tous les 3 rasés au capital qui n'arrêtent pas de souscrire ou de sursouscrire à chaque tour. Donc, alors, ils sont encore un peu seuls, pour être honnête, mais ils font un super boulot. Coucou Yann. Et ils continuent de tenir la dragée haute aux fonds internationaux. Donc, voilà. Après, je pense qu'on a des business globaux maintenant. Donc, c'est aussi important pour les entreprises de sortir de ce carcan de juste d'avoir des investisseurs français. Il faut absolument avoir de la valeur et de la diversité au plus haut niveau capitalistique, au niveau du board, pour pouvoir apprendre en fait comment les autres marchés fonctionnent et pouvoir développer l'entreprise. Donc c'est pas un mal qu'il n'y ait pas que des Français au capital, quoi. J'ai senti Jonathan et Philippe un peu jalouses de ne pas avoir eu la question B. Vous voulez répondre aussi ou pas? Non, c'est pour Philippe, la B. Non, ok. Bon, bah, très bien. Si vous avez une question, c'est le moment ou jamais. Oui, parce j'en que ai une, sinon... excusez-moi. Là, ici. Le On vous plus voit de l'autre pas. côté. Ah. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Jonathan, tout à l'heure, vous parliez de la fin du cookie. Alors, avant le déjeuner, c'est un peu dommage de parler de ça. Mais pour nous, dans notre business, le cookie, aujourd'hui, c'est stratégique. Alors, on voit bien qu'il va potentiellement devoir être revu. Comment, dans vos plans à 5, 30 ou même 300 ans, on transforme ça en opportunité et pas en contrainte, concrètement? C'est un très bon point. Alors, pour être précis sur les cookies, on a vu déjà apparaître pas mal de discussions sur les cookies tiers. Et moi, ma vision, c'est que je pense que même les cookies first party, qui permettent de collecter une trace, vont à un moment donné disparaître. Et ça nous oblige effectivement tous à penser le monde de demain, à penser de l'innovation. C'est un sujet qu'on a pris très tôt chez Content Square parce qu'on collecte énormément de données. Chaque jour, c'est 10 000 milliards d'interactions utilisateurs, c'est 1,5 milliard de dollars de transactions journalières qu'on collecte sur les plateformes de nos clients. Ça peut paraître paradoxal, mais on se sentait particulièrement bien placé pour traiter ce sujet. Donc on a investi massivement sur de la propriété intellectuelle pour être en capacité de catégoriser les intentions des utilisateurs fonction de leur navigation et donc de pouvoir apporter de la personnalisation sans forcément stocker des données. Alors, il y a encore un peu de temps en termes de législation sur comment aborder ce sujet, mais je pense qu'on a tous conscience de l'importance de la vie privée. Il y a des réglementations, GDPR ou autres dans les différents pays, mais je pense que les entreprises doivent passer
du temps à tacler ce sujet, parce que c'est un sujet potentiellement à risque pour eux, et on a pu voir les réactions du marché versus des acteurs qui avaient des sujets sur privacy. On a une solution, mais il y a certainement plein d'autres solutions et d'innovations pour traiter ce sujet. Merci beaucoup. La transition du cookie au déjeuner a déjà été faite. Est-ce que vous avez quelqu'un a une dernière question? On m'informe qu'on a encore 5 minutes si vous le souhaitez. Non. Est-ce que l'un d'entre vous trois a quelque chose à ajouter à cette masterclass Dessine-moi un rhinocéros / licorne? Non plus. Le mot de la fin? Merci. Ouais. Un grand merci. Ouais, on en profite à tous, on en est là grâce à vous. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci. Du cœur. Voilà. C'est à l'américaine. Merci à tous d'avoir été avec nous. On va en effet pouvoir se retrouver. Merci Thibaut. Au revoir. Pour les autres, le déjeuner se passe pas très loin, au 2e étage, dans le forum. On vous y retrouve. Merci d'être restés avec nous. Merci Philippe et merci Jonathan.